je les trouve pertinents à plusieurs niveaux, parce que le monde dans lequel j'enseigne est un monde de l'industrie lourde, à devoir de haute fiabilité. Donc par exemple, les arts et métiers de Cluny, un de leurs ingénieurs a contribué à construire le viaduc de Millau. Donc vous pouvez imaginer un petit peu les enjeux de sécurité qu'il y a dessus. La première des choses que je dis à mes étudiants sur la santé et la sécurité au travail, c'est qu'elle est tellement évidente, tellement quotidienne, que les gens finissent par l'oublier, parce que c'est considéré comme acquis. C'est vrai que les 3/4 du temps, il n'y a pas d'accident, ou en tout cas pas visible, et les gens pensent que la normalité, finalement, c'est qu'il ne se passe rien. En vérité, quand on regarde, alors typiquement les sapeurs-pompiers en sont un exemple, c'est que dans la société, les accidents arrivent tous les jours. Et la santé et sécurité au travail, que ce soit le stress, que ce soit la santé psychologique ou les problématiques de fatigue et de sommeil, sont finalement tellement quotidiennes qu'on les oublie et qu'elles s'effacent progressivement des perspectives managériales. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour moi, c'est que la santé et la sécurité au travail, c'est quelque chose de complexe. Ce sont des relations qui ne sont pas des relations linéaires. C'est pas parce que vous avez un petit problème psychologique, ça va pas devenir un énorme problème en matière de sécurité. Et des fois, vous avez aussi un problème d'armoire qui ferme mal, qui peut se transformer en réaction en chaîne, en quelque chose de désastreux. Donc il y a une véritable difficulté, premièrement, à raisonner, puisque ça fait partie du quotidien. Deuxièmement, à la prendre en compte au regard des réactions en chaîne que cela peut produire chez les collègues. Nous avons donc deux applications. La première s'appelle Optim. Optim est une application qui est plutôt à destination de l'organisation et de l'état-major. Comment elle agit un petit peu sur ces problématiques? C'est qu'elle permet de calculer des reports de charges et d'optimiser en fait la manière dont les pompiers, les casernes, les engins vont se compléter le mieux possible en usant un minimum d'énergie. Donc c'est en fait augmenter la capacité des gens sans les user à répondre à la même sollicitation, voire des sollicitations un petit peu supérieures. Donc vraiment on agit sur le cœur du problème souvent en matière de santé au travail, c'est la qualité de l'organisation et des liens entre les différents clients et fournisseurs. La deuxième application s'appelle OpsReady. Celle-là, elle est dans la poche du pompier et elle vise à donner en fait des indicateurs qui vont permettre justement de trouver les moments où mes collègues vont être un petit peu moins en capacité de remplir la mission. Donc comment moi je vais être encouragé peut-être à me mettre un petit peu plus disponible, ou au contraire, lorsqu'on va détecter une activité opérationnelle intense, d'être encouragé à ce moment-là à prendre du repos, en sachant que d'autres collègues vont pouvoir à ce moment-là prendre le relais. Donc c'est vraiment, si je résume en fait, ce sont des applications qui permettent de s'organiser et d'accroître un petit peu la qualité de l'organisation des services de secours en aidant à répartir les charges. Un exemple concret, nous travaillons avec le SDIS de l'Ain sur des algorithmes qui permettent de regarder comment tenir compte de la charge opérationnelle liée aux carences de privé. Un certain nombre d'interventions qui vont peser lourd dans le dispositif opérationnel, néanmoins qui sont une demande de la population, donc répondre à l'appel ça a du sens pour les pompiers, et cette application va vous dire, au-delà d'un certain seuil, puisque ça n'est pas des interventions urgentes, eh bien là, il y a une saturation où il faut sauvegarder de la capacité opérationnelle sur ce secteur. Prenez le secteur où les pompiers ne sont pas sollicités. Ça permet à ce moment-là de motiver aussi des secteurs où une garde blanche, on n'aime pas bien. Donc donner de l'activité et donner du sens au quotidien. Aujourd'hui, le SDIS de l'Ain, je crois, a réduit de près de 40%, ou 30 à 40%, je crois, le nombre de problématiques liées aux carences de privé. Pour cette question, un lien avec la première question que vous m'avez posée, c'est l'évidence et l'appartenance à la normalité, quelque part, de tout un tas de petits irritants qui ont disparu de notre champ attentionnel, puisqu'on les a finalement pris dans notre quotidien. C'est là-dessus en fait que doivent se porter très précisément les premiers efforts, parce qu'ils sont simples à réaliser. Ça peut être des interruptions au CTA Codis de gens qui vont vous appeler pour faire des tests 18 alors que vous êtes en train de prendre justement un appel important. Ça peut être éventuellement des procédures qui vous obligent à faire des choses mais qui ne sont pas pertinentes et qui n'ont pas de sens par rapport à la raison d'être de la mission. Toutes ces petites choses au quotidien sont à la portée du chef de centre, sont à la portée des sous-officiers et même des hommes du rang.
Et des fois bouger une armoire, changer de place un élément, réfléchir à comment éviter ces harcèlements quotidiens et ces petites fatigues. Ben, les petits ruisseaux font les grandes rivières et vous arrivez à avoir de beaux résultats sans être passé par de l'algorithmique très importante. La raison d'être des services incendies, c'est de faire partir des camions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, de manière équitable, non marchande et sécure sur un territoire dans les meilleurs délais possibles. Donc quand on regarde ça, évidemment, ça fait c'est facile, mais à tenir dans le temps, parce que tant qu'il y a des êtres humains, eh ben, il y aura des pompiers qui devront maintenir 24/24 un état de veille sur la population. On a charge d'âme derrière, donc c'est très lourd si on regarde ce que ça peut peser. Eh bien, ça restera toujours un élément fondamental de l'activité de sapeur-pompier, comme de l'activité des forces de sécurité intérieure ou du monde de la santé. Je pense que ça ne fait pas débat. Le gros souci, encore une fois, c'est que très souvent, entre le monde administratif qui est diurne et le monde opérationnel qui vit ses contraintes au quotidien, c'est tellement évident qu'on ne s'en parle pas. Oui, bien sûr, Marc, et à chaque fois, mais ils le savent, ça. Non. La difficulté, lorsqu'on doit tenir compte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 dans l'année, c'est que vous allez avoir des variations saisonnières, journalières. Dans les SDIS, si vous êtes en montagne, vous allez avoir de l'activité en hiver, en été, si vous êtes sur les bords de mer, etc. Donc, il va y avoir de vraies variations et votre service incendie n'est pas égal à lui-même. De la même manière, votre capacité opérationnelle varie. Les volontaires ne sont pas disponibles à merci et les sapeurs-pompiers professionnels également. Si à ça vous ajoutez les délais de transport à l'hôpital ou l'attente aux urgences, certains SDIS, vous êtes des fois à plusieurs heures, on déclenche des secours dans les VSAV qui sont dans la ligne d'attente aux urgences. Vous imaginez derrière quel est le poids sur des pompiers volontaires qui ont déjà un travail ou des pompiers professionnels qui doivent faire ça à 80% de leur temps. Ça, c'est quelque chose qui va devenir extrêmement important en matière de risque de rupture capacitaire, parce qu'au bout d'un moment, les gens saturent et disent, puisque c'est ça, je vous rends mon bip, ou j'abandonne, ou je vais faire un autre métier. Est-ce que l'intelligence artificielle ou la technologie peut nous aider? Oui et non. Oui, sur les aspects qui sont des aspects de rendre visibles des risques qui aujourd'hui n'étaient pas conscients ou assurables dans la profession. En fait, on ne pouvait pas calculer un niveau de fatigue. Aujourd'hui, oui, si. Il existe des modèles biomathématiques qui sont testés, des technologies qui permettent de faire des calculs dans un temps imparti pour les SDIS qui est acceptable, quelques secondes. Et vous avez par contre de l'autre côté des technologies qui sont certes impressionnantes, mais qui sont de l'ordre du gadget. Si moi je vous prédis par exemple que le prochain engin à partir ce sera un VSAV dans un centre de secours principal, je pense qu'on fait un claquage de porte fermée et un enfonçage de porte ouverte. Donc il faut savoir où se trouve aujourd'hui la place de la technologie par rapport à la plus-value de la mission, et est-ce qu'on améliore notre capacité opérationnelle, est-ce qu'on améliore nos délais, est-ce qu'on améliore la fidélisation de nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Et je me rajouterai même derrière de nos officiers qui, parce que c'est tellement évident qu'on n'y pense pas, sont disponibles 24/24 d'astreinte et ont des amplitudes opérationnelles qui sont démentielles, puisqu'ils doivent se lever le matin à 7 heures pour la garde des pros et se coucher à 23 heures avec les volontaires pour boire un coup, sinon vous ne les voyez pas. Donc derrière, tout ça va venir appuyer, à mon sens, très fort sur le dispositif tel qu'il est et créer de l'usure. On a de la chance, on est capable de le voir. Dans certains pays, c'est déjà trop tard, la rupture est consommée. En France, le système tient. Contre toute attente. Il est quand même bien secoué, mais il tient. Je pense qu'effectivement, c'est un enjeu, encore aujourd'hui, même majeur pour la profession sur les 10 prochaines années, voire plus. Les actions de prévention se font au quotidien. Et elles se font au plus proche des problèmes. Donc ça veut dire derrière que la ligne managériale doit être impliquée. Or, les charges de travail dans nos professions et dans les organisations à devoir de haute fiabilité sont telles qu'il n'est pas possible de fonctionner seul. Premièrement, à mon sens, faire en sorte que les managers puissent échanger entre eux sur des bonnes pratiques, capitaliser sur ce qu'ils ont vu. Nous sommes un métier d'expérience et de transmission. Je pense que c'est une première chose à mettre en place. Deuxièmement, c'est faire rentrer des parties intéressées qui vont pouvoir amener une expertise, une aide, une écoute, qui vont permettre aux chefs de centre justement de ne pas se sentir seuls par rapport à des missions
24/24, 7 sur 7, qui sont avec charge d'âme. Donc ça pèse lourd en matière de charge psychologique et émotionnelle. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc les préconisations, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide, allez chercher des gens qui savent et donner en fait la lisibilité sur ses propres limites. En fait, c'est finalement être fiable à l'échelon collectif.